mon petit ami a annoncé, je vais congeler mon sperme, je ne suis pas sûr que tu sois faite pour être mère. J'ai dit, c'est une sage précaution, j'ai pris rendez-vous pour une consultation pour une ligature des trompes. Je m'appelle Rachel Carter. J'ai 32 ans et il y a quelques mois, mon petit ami m'a informé que je n'avais pas l'étoffe d'une mère, autour de nouilles à emporter tiède. Il ne l'a même pas dit comme une insulte, ce qui a presque empiré les choses. C'était juste une donnée pour lui, une évaluation des risques, une ligne dans sa stratégie de fertilité à long terme. Nous étions à la table de ma cuisine un mardi soir ordinaire, le genre de soirée qui se dissout habituellement en Netflix et en pantalon de survêtement. Des cartons blancs de nourriture chinoise transpiraient de petites taches de graisse sur le bois. La lumière du plafond bourdonnait doucement. D'accord, a-t-il dit comme s'il annonçait une promotion au travail, alors, je vais congeler mon sperme le mois prochain. J'ai levé les yeux de mon Hello Mine. Je suis désolé, quoi? Landon, mon petit ami depuis 4 ans, n'avait pas l'air du tout nerveux. Il a piqué un morceau de brocoli, a haussé les épaules. J'ai déjà réservé la clinique, a-t-il poursuivi. C'est un forfait de fertilité complet, mis en banque pour 10 ans, dépistage génétique, stockage, tout le tout team. J'ai cligné des yeux. C'est un grand pas. On devrait probablement en parler. Voilà le truc, m'a-t-il coupé. Il faisait toujours ça, ai-je réalisé plus tard, m'interrompant juste au moment où mes sentiments essayaient de sortir de ma bouche. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit. Et je ne suis tout simplement pas sûr que tu aies l'étoffe d'une mère. Jean, tu es super comme petit ami, incroyable même. Mais les enfants, c'est permanent. Je ne peux pas risquer ma fertilité future en attendant de voir si tu seras un jour prête pour ce genre de responsabilité. Les mots ne sont pas arrivés tous en même temps. Ils ont flotté là, suspendus au-dessus de la table comme de la vapeur. Matériel de mère, risque, attente. Je me suis entendu demander calmement. Excuse-moi. Il a continué, inconscient de la façon dont ma colonne vertébrale s'était glacée. J'ai 29 ans, a-t-il dit. L'horloge biologique tourne. La clinique a dit qu'il est idéal de congeler maintenant pendant que tout est de première qualité. C'est $7,800. Mais on peut simplement le mettre sur la carte de crédit à laquelle tu m'as ajouté l'année dernière. Considère ça comme un investissement dans mon avenir. Ma carte de crédit pour du sperme qu'il prévoyait d'utiliser peut-être avec une future femme hypothétique parce que je n'étais pas assez bien. J'ai senti quelque chose en moi basculer, comme un cadre photo renversé sur le mur. Waouh, ai-je dit doucement. Il a mal interprété mon ton comme un accord. Bien sûr qu'il l'a fait. Ouais, c'est beaucoup d'argent au départ, s'est-il empressé d'ajouter. Mais à long terme, c'est une planification intelligente. Tu dis toujours que je devrais anticiper. C'est moi qui anticipe. J'ai posé mes baguettes avec précaution. Ça a du sens. Garde ta voix stable, Rachel. Ne le laisse pas te voir tressaillir. Il a cligné des yeux, surpris. Tu n'es pas en colère. Pourquoi serais-je en colère, ai-je demandé, les lèvres s'étirant en ce qui aurait pu passer pour un sourire. Ton corps, ton choix. On ne peut pas discuter avec la biologie. Il a expiré, visiblement soulagé. En fait, il m'a souri comme si je venais de réussir un examen. Oh mon Dieu, merci, a-t-il dit. J'avais peur que tu en fasses toute une histoire. Tu es la meilleure. Il est retourné à son téléphone, le pouce volant, alors qu'il envoyait un SMS à sa sœur à propos de la clinique, à propos de mon soutien. Je pouvais voir son écran d'où j'étais assise. Elle est super cool à ce sujet, a-t-il tapé. Je t'avais dit qu'elle comprendrait. Cool à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai regardé mon poulet du général TSO. Il avait refroidi. 4 ans ensemble. Nous avions emménagé il y a 8 mois dans un appartement de 2 chambres que j'avais trouvé. J'avais payé la caution, le premier mois de loyer, et maintenant je couvrais environ 70% de tout parce qu'il construisait son entreprise. Son entreprise était un magasin de collection en ligne qui rapportait peut-être $300 par mois, les bons mois. Les services publics étaient tous à mon nom, Internet à mon nom. La deuxième chambre que j'avais transformée en bureau à domicile avant qu'il ne la colonise lentement avec des bacs en plastique d'inventaire. De petites montagnes de l'enfance des autres empilées contre le mur. Pas l'étoffe d'une mère. Mon téléphone était sur la chaise à côté de moi.
J'ai glissé ma main nonchalamment comme si je vérifiais une notification et j'ai ouvert un navigateur. Ligature des trompes près de chez moi. Les résultats de la recherche se sont chargés rapidement. Clinique de gynécologie, centre de chirurgie ambulatoire, quelques articles sur le regret des choix permanents. Mon pouce a bougé presque indépendamment de mon cerveau. Une clinique avait des avis 5 étoiles. Respectueux, avait écrit une femme. Ne m'a pas traité comme une enfant parce que je savais ce que je voulais. Réservation en ligne. Prochaine consultation disponible. Jeudi, dans 2 jours, 14h45. Consultation uniquement. Rien de permanent, juste une conversation. C'est ce que je me suis dit en cliquant sur « Réserver un rendez-vous ». Un SMS de confirmation a fait vibrer mon téléphone. Jeudi 14h45. Consultation pour stérilisation. À qui tu envoies des SMS, a demandé Landon. Un truc de travail, ai-je dit facilement. Je planifie une réunion. Il a hoché la tête, déjà à moitié de retour dans la lueur de son téléphone. Il a recommencé à taper. Il est si compréhensif, a-t-il écrit à sa sœur. Je savais qu'il le serait. J'ai regardé ce pronom sur l'écran et j'ai ressenti une envie absurde de rire. Même son correcteur automatique refusait de me voir clairement. Plus tard dans la nuit, Landon s'est endormi sur le canapé à mi-chemin d'une émission de télé-réalité sur des couples qui se crient dessus dans des maisons de location. La tête renversée en arrière, la bouche ouverte, de légers ronflements crépitants dans sa poitrine. Je suis resté seul dans ce qui était autrefois mon bureau et qui était maintenant à moitié un débarras. La lueur de mon ordinateur portable peignait les boîtes emballées d'une lumière pâle. La confirmation de la consultation était dans ma boîte de réception. Pas l'étoffe d'une mère. Très bien. Message reçu. Si je n'étais pas assez bien pour avoir des enfants avec lui, pourquoi garder la porte entrouverte au cas où? 2 jours plus tard, je lui ai dit que j'avais une réunion client au centre-ville. J'ai mis un pantalon noir, un blazer et le visage neutre que les femmes portent lorsqu'elles sont sur le point de faire quelque chose que les hommes qualifieront de dramatique plus tard. La clinique était à 20 minutes. La salle d'attente sentait l'antiseptique et la lavande. Le docteur Reynolds avait peut-être 50 ans, des yeux bienveillants et la patience lasse de quelqu'un qui avait eu cette conversation trop de fois. Alors, a-t-il dit en faisant défiler mon formulaire d'admission, vous avez 32 ans, pas d'enfant, et vous demandez une stérilisation permanente, une salpingectomie bilatérale. C'est le plan, ai-je dit. Il a levé les yeux. La plupart de mes patientes pour cette procédure sont un peu plus âgées, mais pas toujours. Pouvez-vous me dire pourquoi vous voulez cela? J'aurais pu lui faire un TED Talk. L'anxiété climatique, ma carrière, comment je ne m'étais jamais, pas même enfant, imaginé avec un bébé sur la hanche. Au lieu de cela, je lui ai donné la version courte et moche. Mon petit ami m'a dit qu'il congelait son sperme, ai-je dit, parce qu'il n'est pas sûr que j'ai l'étoffe d'une mère. Il prévoit de facturer les 7800 $ à ma carte de crédit. Si je ne suis pas assez bien pour être mère, je ne vois pas l'intérêt de garder une porte ouverte qu'il a déjà fermée. Les sourcils du docteur Reynolds se sont haussés. Il ne s'est pas précipité pour combler le silence. C'est beaucoup à entendre d'un partenaire, a-t-il dit prudemment. C'était le cas, ai-je convenu. Et vous êtes certaine que c'est ce que vous voulez, a-t-il insisté. Pas seulement ce que vous voulez en réaction à lui. J'y ai réfléchi. Pas seulement à Landon, mais à chaque fois que quelqu'un m'avait dit, tu changeras d'avis, ou, tu te sentiras différemment quand ce sera ton propre bébé, ou, tu es si doué avec tes nièces. Tu serais une si bonne mère. Je n'ai jamais voulu d'enfant, ai-je dit finalement. Je n'arrêtais pas de me dire que je verrais plus tard. Il m'a juste forcé à regarder la vérité plus rapidement. Et la vérité, c'est que je ne veux pas être la mère de ces enfants ou de ceux de qui que ce soit. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, a-t-il dit. Mon travail est de m'assurer que vous comprenez la permanence et les risques. Votre travail est de connaître votre propre esprit. D'après ce que vous avez dit, vous le connaissez. Il m'a expliqué la procédure, l'anesthésie, le temps de récupération, des mots cliniques qui semblaient en quelque sorte plus doux que, pas l'étoffe d'une mère. En fin de compte, a-t-il dit, il s'agit de votre autonomie. Une note logistique, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous ramener à la maison après. Vous ne serez pas autorisé à partir seul. Je trouverai une solution, ai-je dit.
Nous vous appellerons également lundi pour confirmer l'heure de votre opération, a-t-il ajouté en tapant quelque chose dans l'ordinateur. Est-ce le meilleur numéro pour vous? Il a lu mon numéro de portable, celui sur lequel Landon et moi partagions un groupe de discussion. Celui qui était posé sur le comptoir de notre cuisine la plupart des matins pendant que le café infusait. Oui, ai-je dit, un petit frisson parcourant mon cou. C'est bon. La prémonition est drôle dans la vraie vie. On la reconnaît rarement avant plus tard. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers le trafic de fin d'après-midi, les doigts tambourinant sur le volant. Quand je suis entré dans l'appartement, Landon était sur le canapé avec son ordinateur portable. « Comment s'est passée ta réunion ?» a-t-il demandé en faisant des guillemets avec les doigts. « Productive, ai-je dit. Nous avons couvert tout ce dont nous avions besoin. » Il a plissé les yeux comme s'il pouvait voir qu'il y avait une énigme qu'il ne résolvait pas. Puis il a haussé les épaules et est retourné à l'édition de photos pour sa boutique en ligne. Le lundi matin à 11h, j'étais dans la cuisine en train de faire du café. Landon était dans la chambre, la douche coulait, de la musique jouant faiblement à travers la porte. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, numéro inconnu. « Bonjour », ai-je répondu en mettant le haut-parleur pour pouvoir continuer à verser. « Bonjour », a dit une voix joyeuse. C'est Maria qui appelle du centre chirurgical pour femmes. Nous confirmons simplement votre ligature des trompes pour ce mercredi à 16h. Prévoyez-vous toujours de procéder à l'intervention de stérilisation? La porte de la salle de bain s'est ouverte. Landon est sorti dans le couloir en peignoir, les cheveux mouillés, et s'est arrêté net en entendant les mots « ligature des trompes » résonner de mon haut-parleur. J'ai levé les yeux, la tasse de café à mi-chemin de mes lèvres, et j'ai croisé son regard à travers la cuisine. « Oui », ai-je dit, la voix stable. J'y serai. Et c'est à ce moment-là que tout a cessé d'être théorique. Le visage de Landon est passé de curieux à horrifié en environ une demi-seconde. Procédure de stérilisation, a-t-il répété, sa voix se brisant sur le deuxième mot. Au téléphone, Maria avait l'air joyeuse et inconsciente. Oui, ligature des trompes. Nous vous avons noté pour mercredi à 16h. J'ai juste besoin de confirmer que vous serez présente. Landon a traversé la cuisine, de l'eau dégoulinant de ses cheveux sur le carrelage. Il a regardé le téléphone comme s'il venait de l'insulter personnellement. Je n'ai pas détourné le regard. Oui, ai-je dit à nouveau. J'y serai. Parfait, a dit Maria. Nous vous verrons mercredi, Madame Carter. N'oubliez pas que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous ramener à la maison. Je m'en souviens, ai-je répondu. Merci. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un battement de cœur, le seul son était le faible goutte à goutte de l'eau des cheveux de Landon sur le sol. Qu'est-ce que c'était, bon sang, a-t-il finalement exigé. Un rendez-vous médical, ai-je dit en posant ma tasse. Une ligature des trompes? Sa voix a monté d'une demi-octave. Es-tu folle? Non, ai-je dit. Je suis pratique, comme toi. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi pas, ai-je demandé doucement. Tu préserves ta fertilité. J'élimine la mienne. Ce sont tous les deux des choix concernant nos propres corps, n'est-ce pas? Ou cette logique ne s'applique-t-elle que lorsque c'est toi qui prends la décision? Tu fais ça pour me punir, a-t-il lancé. C'est vindicatif. Je fais ça parce que tu as très clairement indiqué que je ne fais pas partie de tes projets à long terme, ai-je dit. Si je n'ai pas l'étoffe d'une mère, il n'y a aucune raison que mon corps reste en attente au cas où tu changerais d'avis. Son visage est devenu rouge. Tu déformes mes paroles. Tes mots exacts, ai-je dit calmement, étaient « Je ne suis tout simplement pas sûr que tu aies l'étoffe d'une mère. Je ne peux pas risquer ma fertilité en attendant de voir si tu seras un jour prête. » Il a tressailli. Juste un peu. J'étais pratique. Moi aussi. Il a fait les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage. Tu ne peux pas simplement décider de quelque chose comme ça sans m'en parler, a-t-il dit. Je l'ai regardé fixement. Tu as décidé de congeler ton sperme et de le facturer à ma carte de crédit sans m'en parler. C'est différent. Comment, ai-je demandé. Parce que, a-t-il commencé, puis s'est arrêté, la mâchoire crispée. Parce que mon choix ne t'affecte pas de façon permanente. J'ai ri une fois, sèchement. Tu vas utiliser mon argent pour payer une procédure qui te garantit de pouvoir avoir des enfants avec quelqu'un d'autre.
Tu m'as dit en face que je ne suis pas assez bien pour être leur mère, et tu penses que ça ne m'affecte pas? Il s'est frotté les tempes comme si je lui donnais mal à la tête. Il faut qu'on en parle. On en parle. Pas comme ça, a-t-il lancé. Tu es émotive. Tu m'as dit que je n'avais pas l'étoffe d'une mère autour d'un plat à emporter, ai-je dit. Tu ne semblais pas très inquiet de mes émotions à ce moment-là. Il a attrapé son téléphone et ses clés sur le comptoir. Je vais chez ma mère, a-t-il annoncé. Quand tu seras prête à avoir une conversation d'adulte, appelle-moi et annule cette opération. Il a attendu comme si j'étais censé protester, le poursuivre. J'ai pris une gorgée de café à la place. Conduis prudemment, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Il a claqué la porte si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. Il m'a envoyé un SMS 5 minutes plus tard. Landon, tu ne vas sérieusement pas faire ça, n'est-ce pas? Landon, réponds-moi. J'ai posé le téléphone face contre table. Laisse-le tourner en rond sans moi pour une fois. Le soir, la machine à pression de groupe s'est mise en marche. Sa mère a appelé la première. Rachel, a-t-elle dit, sans prendre la peine de dire bonjour. Qu'est-ce que j'entends à propos d'une opération pour détruire ta fertilité? J'ai une procédure, ai-je dit. Mon corps, mon choix. N'est-ce pas la phrase consacrée? N'ose pas me la ressortir, a-t-elle lancé. Landon est dévasté. Il congèle son sperme parce qu'il veut une famille un jour. Tu le punis. Il m'a dit que je n'avais pas l'étoffe d'une mère et prévoit d'utiliser ma carte de crédit pour payer sa future famille avec quelqu'un d'autre, ai-je dit. J'agis simplement en conséquence. Il ne le pensait pas comme ça, a-t-elle insisté. Tu déformes les choses. Vous, les jeunes, vous êtes si dramatiques. J'ai 32 ans, ai-je dit. Pas 16. Et il le pensait exactement comme ça. Il a dit qu'il ne voulait pas risquer sa fertilité sur moi. Son souffle a sifflé au téléphone. Si tu fais ça, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Peut-être, ai-je dit, mais je regretterai encore plus de rester avec quelqu'un qui me voit comme un risque pour sa fertilité. Elle m'a raccroché au nez. Samedi après-midi, alors que j'entrais dans ma place de parking après avoir fait les courses, une autre voiture s'est glissée devant la mienne, me barrant le passage. Sa sœur Kayla est sortie. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, toute de fureur juste et en tenue de sport. Bouge ta voiture, ai-je dit par la fenêtre ouverte. Pas avant que tu m'expliques ce que tu fais à mon frère, bon sang, a-t-elle rétorqué. Je l'ai expliqué, ai-je dit. Il ne pense pas que j'ai l'étoffe d'une mère. Je ne veux pas d'enfant. Je m'assure que mon corps reflète la réalité. Bouge la voiture. Il a le cœur brisé, a-t-elle dit. Tu l'as pris au dépourvu. Tu coupes son avenir pour faire valoir un point. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. Le soleil de l'après-midi était chaud sur mon visage. Il congèle son sperme, ai-je dit. Au cas où il rencontrerait une femme qu'il considère comme ayant l'étoffe d'une mère. C'est son avenir. Je n'y suis pas. J'ajuste juste le mien en conséquence. Ce n'est pas ce qu'il a dit. T'a-t-il dit qu'il prévoit de mettre les $7 800 sur ma carte de crédit sans me le demander, ai-je demandé. A-t-il mentionné cette partie? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a dit que tu étais irrationnel. J'ai souri sans humour. Sois honnête, Kayla. S'il rencontrait demain une femme qui voulait des enfants et qu'il décidait qu'elle avait l'étoffe d'une mère, penses-tu qu'il hésiterait à me quitter? Son silence était une réponse suffisante. Bouge ta voiture, ai-je dit doucement. Ou j'appelle une dépanneuse. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, puis a soufflé et est remontée. Elle est sortie de ma place avec un crissement de pneus. La veille de l'opération, Landon a de nouveau envoyé un SMS. Landon, dernière chance. Annule le rendez-vous et on peut s'arranger. Landon, si tu fais ça, ne t'attends pas à ce que je reste. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé, moi? Tu m'as dit que tu ne me vois pas comme la mère de tes enfants. Tu as déjà décidé de ne pas rester. Je suis juste en train de rattraper mon retard. Il n'a pas répondu. Mercredi, je suis arrivé au centre chirurgical à 15h30. La salle d'attente était calme, une musique douce jouait, la climatisation trop froide sur mes bras nus. J'ai rempli des papiers avec des mains qui ne tremblaient qu'un peu. Une infirmière m'a conduite à l'arrière,
m'a donné une blouse, a commencé une intraveineuse. Mon corps me semblait distant, comme si je regardais tout cela arriver à quelqu'un d'autre. Elle venait de finir de scotcher le tube à mon bras lorsqu'une autre infirmière est entrée, l'air mal à l'aise. « Mademoiselle Carter » a-t-elle dit. « Il y a une situation dans la salle d'attente. » Mon estomac s'est noué. « Quel genre de situation ? » « Votre petite amie et sa mère sont là » a-t-elle dit. « Ils exigent de parler au médecin. Ils disent que vous n'êtes pas mentalement apte à consentir à cette procédure et que vous êtes contrainte. » J'ai éclaté de rire. C'est sorti de moi, sec et incrédule. L'infirmière a cligné des yeux, puis ses épaules se sont un peu détendues. « Je suis désolé. Nous pouvons les faire escorter par la sécurité si vous le souhaitez. » J'ai 32 ans, ai-je dit. Je suis venu en voiture. J'ai signé mes propres formulaires de consentement. J'ai répondu à toutes vos questions. Personne ne me contraint. Ils sont juste contrariés de ne pas pouvoir contrôler mon corps. Elle a hoché la tête, une lueur de solidarité dans les yeux. Je vais en informer le docteur Reynolds. Je me suis allongé, le papier crissant sous moi, écoutant le faible bruit étouffé de voix élevées dans le couloir. Puis, après quelques minutes, le silence. Le docteur Reynolds est entré, les sourcils légèrement haussés. « Eh bien, a-t-il dit, c'était intéressant. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Ils ont essayé de vous convaincre que je suis inapte à prendre des décisions. Plus ou moins, a-t-il dit sèchement. La mère de votre petite amie a insisté sur le fait que vous agissiez sous le coup d'une détresse émotionnelle et que j'étais obligé de refuser la procédure. Je lui ai expliqué que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'autonomie corporelle ou le consentement médical. Elle a menacé de poursuivre la clinique. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je marmonné. Il a souri faiblement. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue pour parler à notre service juridique. La sécurité les a escortés dehors. Êtes-vous toujours à l'aise pour procéder ? J'ai pris une inspiration. Écoute-toi, Rachel, pas leur bruit. Oui, ai-je dit, plus que jamais. Alors commençons, a-t-il dit. La procédure elle-même a duré environ 20 minutes sous anesthésie crépusculaire. J'ai dérivé, consciente de la pression et du mouvement, mais pas de la douleur. À un moment donné, j'ai senti des larmes couler des coins de mes yeux dans mes cheveux. Pas de peur, mais du soulagement étrange et féroce de faire enfin correspondre ma vie à la vérité en moi. Quand je me suis réveillé en salle de réveil, groggy et la bouche sèche, mon amie Maya était assise sur la chaise près du lit, faisant défiler son téléphone. « Salut, cyborg » a-t-elle dit doucement en remarquant que j'étais réveillé. « Comment te sens-tu » Comme si on avait réarrangé mes entrailles, ai-je croassé. Dans le bon sens. Elle a serré ma main. « Tu es une dure à cuire. » Sur le chemin du retour, le monde semblait plus net. Les arbres, les panneaux d'affichage, la tache du coucher de soleil. J'ai bercé mon abdomen d'une main comme si je pouvais protéger le choix qui se trouvait là, sous les bandages. Maya m'a aidé à monter les escaliers, s'est affairée avec des oreillers, s'est assurée que mes médicaments étaient à portée de main. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste » a-t-elle demandé. « Ça ira, ai-je dit. Rentre chez toi auprès de tes enfants. » Elle a levé les yeux au ciel affectueusement. « Envoie-moi un SMS si tu as besoin de quoi que ce soit. Et si Landon se pointe, appelle la police avant de m'appeler. » Marché conclu, ai-je dit. Après son départ, l'appartement est devenu silencieux. Je me suis allongé sur le canapé, reconnaissante pour chaque surface douce, chaque couverture. Une douleur sourde palpitait dans mon bas-ventre. Mais en dessous, il y avait un calme étrange, presque euphorique. J'ai dû m'assoupir car la prochaine chose que j'ai su, c'est que ma porte d'entrée s'ouvrait. Je n'avais pas donné de clé à Maya. Landon en avait toujours une. Je me suis redressé, la vision trouble, alors que Landon, sa mère et Kayla entraient dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Les yeux de Landon se sont posés sur la couverture tirée sur mon abdomen, sa mâchoire s'est crispée. « Comment es-tu entré » ai-je demandé, la voix rauque. Landon a brandi une clé. « J'habite toujours ici. »« Plus maintenant » ai-je dit. « Tu es parti, tu te souviens ? Tu as déménagé chez ta mère jusqu'à ce que je revienne à la raison. Je n'ai pas eu de colocataire depuis. » Sa mère s'est levée, les bras croisés, la bouche pincée. « Il faut qu'on parle de ce que tu viens de faire » a-t-elle annoncé. « Je viens d'être opéré » ai-je dit.
Ce dont j'ai besoin, c'est de repos. Vous devez partir. Kayla a ricané. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Il vit ici. C'est sa maison. Il ne vit pas ici, ai-je dit, chaque mot tranchant et clair. Son nom n'est pas sur le bail. Les factures ne sont pas à son nom. Il a choisi de déménager. En ce moment, vous êtes tous les trois en train de commettre une violation de propriété. Les yeux de la mère de Landon ont brillé. Tu es hystérique. Tu as pris une décision permanente qui affecte toute notre famille. Drôle, ai-je dit. Personne ne semblait s'inquiéter de la façon dont sa décision permanente concernant le sperme m'affectait. Des larmes ont instantanément monté aux yeux de Landon. Comment peux-tu être si froide? Je t'aime. Non, ai-je dit doucement. Tu aimes mon appartement. Tu aimes ma carte de crédit. Tu aimes l'idée d'un avenir où ton sperme est en banque au cas où une meilleure candidate se présenterait. Ce n'est pas de l'amour. C'est avoir un plan de secours avec des avantages. Rachel, sois raisonnable, a lancé sa mère. Tu le regretteras pour le reste de ta vie. Peut-être, ai-je dit, mais je regretterai encore plus de rester avec quelqu'un qui m'a dit en face que je n'ai pas l'étoffe d'une mère. Kayla a fait un pas en avant. Ou quoi? Tu vas appeler la police sur ton propre petit ami? Oui, ai-je dit en sortant mon téléphone du coussin du canapé. En ce moment, vous partez tous ou la police vous aidera. Ils m'ont regardé, attendant que je recule. J'ai composé le numéro. C'est à ce moment que Landon a finalement semblé comprendre que quelque chose avait changé de façon permanente, d'une manière qu'aucune chirurgie ne pouvait toucher. Il a attrapé le bras de sa mère. Allons-y, a-t-il marmonné. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit en me pointant du doigt. Tu le regretteras. C'est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Si c'est vrai, ai-je dit, ma vie était assez triste. Ils sont partis dans une tempête de souffles offensés et de portes claquées. Quand l'appartement est finalement redevenu silencieux, j'ai réalisé que mes mains tremblaient. La douleur palpitait dans mon abdomen au rythme de mon pouls. Depuis le couloir, la porte de mon voisin s'est entr'ouverte. Tout va bien là-dedans, a demandé Monsieur Coleman en passant la tête. J'ai entendu des cris. Je vais bien, ai-je dit en m'enfonçant dans les coussins. Je sors juste les poubelles. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait plus qu'il ne le disait. Bien. Appelez si vous avez besoin de quelque chose. La porte s'est refermée. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, sentant les points de suture à l'intérieur de mon corps et la nouvelle ligne invisible que je venais de tracer autour de ma vie. Pour la première fois depuis des années, l'appartement était entièrement à moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douleur sourde dans le bas de l'abdomen et le faible bourdonnement de mon téléphone sur la table de chevet. Un flux constant de notifications brillait dans la pièce sombre. Des SMS, des dizaines, pas de Landon. Il avait appris que je ne répondais pas. Ceux-ci provenaient de tout le monde. Ses amis, ses cousins, ses collègues, même quelques connaissances mutuelles que je me souvenais à peine avoir rencontrées. Je les ai parcourus lentement. Chaque message était une accusation, une demande, une leçon. Son meilleur ami, Tyler, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il est dévasté. Tu as coupé sa chance d'avoir une famille par dépit. Sa cousine Lorraine, ma fille, c'est psychotique. Se faire opérer pour lui faire du mal. Tu as besoin d'aide. Un gars que j'avais rencontré une fois à un barbecue, il nous a dit ce que tu as fait. Tu devrais avoir honte. Sa mère, bien sûr, tu l'as brisée. J'espère que tu es heureuse. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Le deuil est monté doucement. Non pas pour la relation, mais pour les années que j'avais passées à essayer d'être comprise par des gens qui ne me voyaient jamais clairement. Quand je me suis finalement levé et que j'ai traîné jusqu'à la cuisine, j'ai trouvé un nouveau SMS qui m'attendait. Mon propriétaire. Propriétaire, et, Rachel. Ton petit ami est passé au bureau pour demander un double des clés. Il a dit qu'il s'était accidentellement enfermé dehors. Comme il n'est pas sur le bail, nous ne pouvions pas lui en donner. Il est devenu très contrarié. Je voulais juste te prévenir. J'ai expiré. Moi, merci de me l'avoir fait savoir. Il a déménagé la semaine dernière. Propriétaire, compris. Ne t'inquiète pas. Nous ne délivrerons aucune clé sans ton approbation. J'ai de nouveau posé le téléphone.
La lumière qui filtrait à travers les stores frappait le comptoir sous un angle étrange, comme si l'univers essayait de mettre en lumière le désordre de ma vie. À midi, on a frappé à ma porte. Pas un tapotement, un martèlement sec et impatient. J'ai ouvert la porte. Une fente. Un livreur se tenait là avec un presse-papier et une enveloppe en recommandé. « Êtes-vous Rachel Carter ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Signez ici. » J'ai griffonné mon nom et il m'a tendu l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. Puis il est parti. Mon estomac s'est tordu. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats adressé par l'avocate Karen Elshore. Je me suis assise à la table, je l'ai ouverte et j'ai lu. Mon petit ami, enfin, ex-petit ami, revendiquait une expulsion illégale malgré le fait qu'il n'ait jamais été sur le bail, une détresse émotionnelle due à ma stérilisation, vengeresse, le vol de contributions ménagères. Apparemment, les courses qu'il achetait parfois étaient maintenant considérées comme des actifs. Il demandait $7 800 de remboursement pour la procédure de congélation de sperme qu'il n'avait jamais payée. Les demandes comprenaient, le laisser réemménager dans mon appartement, lui payer $7 800, lui payer $5 000 de dommages et intérêts pour préjudice moral, payer ses frais de justice. J'ai éclaté de rire. Le son est sorti, sauvage et sec, comme quelque chose qui se brisait en moi. J'ai appelé la seule personne qui comprendrait. Maya. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles », a-t-elle dit en guise de salutation. « J'ai quelque chose », ai-je dit. « Ça compte ? » « Ça dépend. » Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est compliqué ? 13, d'accord, vas-y, j'ai reçu une lettre de mise en demeure de l'avocat de Landon. Il a un avocat, a-t-elle bégayé. Il pense qu'il en a un, ai-je dit en dépliant la lettre. Apparemment, je l'ai expulsé illégalement, j'ai causé une détresse émotionnelle extrême, j'ai volé des courses, et je lui dois près de $13 000. Il y a eu un silence. Puis Maya a éclaté d'un rire hystérique. Rachel, ma chérie, mon Dieu, c'est de l'art. Ça s'améliore, ai-je dit. Son avocat menace d'une action en justice si je ne me conforme pas, envoie-moi une photo de la lettre par SMS, a-t-elle dit entre deux rires. Je dois voir ça. Je l'ai envoyé. Elle a rappelé 10 secondes plus tard. D'accord, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. J'ai montré ça à mon mari. Il est avocat d'affaires, pas de droit de la famille. Mais il a dit, et c'est une citation directe, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Ça colle, ai-je dit. Rachel, il n'a aucun dossier, a-t-elle dit. Il n'était pas sur le bail. La détresse émotionnelle n'est pas une réclamation gratuite, et les $7 800. Vous pouvez le contre-poursuivre pour fraude à la carte de crédit. Je peux ? Oh, absolument, a-t-elle dit. Il a utilisé votre carte sans permission. C'est une violation claire. S'il dépose réellement quelque chose, nous répondrons. Mais honnêtement, il bluffe. Donc, j'ignore ? Oui, a-t-elle dit. Si quelque chose dégénère, nous rédigerons une mise en demeure. Jusque-là, laisse-le gaspiller de l'argent avec un avocat qui pense qu'il a un dossier. J'ai mis fin à l'appel en me sentant plus stable. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre avec une nouvelle notification. Facebook. Vous avez été tagué dans une publication. Mon souffle s'est coupé. J'ai cliqué et c'était là. Un long essai dramatique de Landon. Public, pas seulement pour les amis, pas privé. Les points saillants, je fais face au moment le plus difficile de ma vie. Ma partenaire de 4 ans s'est fait stériliser de manière permanente pour me punir. Je n'ai congelé mon sperme que pour préparer notre future famille. Elle a pris une décision irréfléchie et émotionnellement abusive pour détruire cet avenir. J'ai le cœur brisé, mais je m'exprime parce que d'autres hommes doivent connaître les signes avant-coureurs. Il m'a tagué. Il a tagué des amis communs. Il a tagué mon patron. Mon patron. Les commentaires affluaient. OMG, Landon, je suis tellement désolé. Quel monstre. Elle s'est mutilée. Fuis, mec. Tu mérites mieux. Engage des poursuites judiciaires. J'ai senti quelque chose de froid et de propre s'installer en moi. Enfin. Enfin, il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas franchir en arrière.
Avant même que je puisse penser à comment répondre, un nouveau commentaire est apparu de mon frère aîné, Daniel. 30 minutes après la publication du message. Daniel, récit intéressant. Voici les faits réels. 6 juin, une capture d'écran du SMS de Landon, pas sûr que tu aies l'étoffe d'une mère. Le relevé de carte de crédit montrant le prélèvement non autorisé de 7800 $. Une photo de la lettre de mise en demeure qu'il m'avait envoyée. Un message horodaté de Landon admettant qu'il prévoyait d'utiliser le sperme congelé avec ou sans moi. Daniel a écrit, elle n'a pas riposté. Elle a réagi au fait qu'on lui ait dit qu'elle n'était pas assez bien pour son avenir. Si vous allez publiquement salir quelqu'un, racontez au moins toute l'histoire. Les commentaires ont instantanément changé. Attends, quoi? Il a débité sa carte? Il lui a dit qu'elle n'avait pas l'étoffe d'une mère? Mec, tu as ruiné la relation. C'est embarrassant. C'est toi le problème ici, pas elle. Landon a répondu sous le commentaire de Daniel. Tu ne sais pas tout. Daniel a écrit, alors clarifie quelle partie est fausse. Landon n'a pas répondu. 1 heure plus tard, il a supprimé toute la publication, mais des captures d'écran avaient déjà circulé. Les gens les avaient déjà partagées. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, inconnu, tu ruines ma vie. Retire ces captures d'écran ou je vais à la police. Moi, pourquoi? Avoir posté des informations factuelles que tu as rendues publiques? Inconnu, tu me harcèles. Moi, je n'ai rien posté. D'autres personnes ont partagé des informations accessibles au public. Ne me menace pas avec la police alors que tu as commis une fraude à la carte de crédit. Il a immédiatement appelé. Je n'ai pas répondu. Puis sa mère a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Tu dois arrêter ça, a-t-elle crié. Maintenant. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. Votre fils a posté des mensonges. D'autres personnes ont posté la vérité. Tu détruis sa réputation. Il a détruit la sienne. Il reçoit des menaces. Alors, signale-les, ai-je dit. Je n'ai toujours rien posté. C'est toi qui as mis ces captures d'écran en ligne. Non, ai-je dit. Je les ai envoyées à 2 amis en privé. Votre fils a posté publiquement. C'est de sa faute. Sa respiration est devenue haletante. Je vais te poursuivre en justice. Ajoute ça à sa liste, ai-je dit. Mais fais-moi une faveur. Engage un meilleur avocat. J'ai raccroché. Samedi matin, un autre appel est arrivé. Numéro inconnu. Contre mon gré, j'ai répondu. La voix d'un homme, tendu de colère. C'est Rachel? Oui. C'est le père de Landon. Vous allez tout retirer, vous excuser publiquement, et payer pour ses frais de fertilité aujourd'hui. J'ai pris une lente inspiration. Où, ai-je demandé? Où je viens à ton appartement, a-t-il grogné. Considérez ça comme une promesse. Super, ai-je dit. Cet appel est enregistré. Ce n'était pas le cas, mais il ne le savait pas. Silence. Tu es un lâche, a-t-il craché. Je suis une femme qui en a eu marre d'être manquée de respect, ai-je dit. Si vous vous présentez ici, j'appellerai la police. Il a raccroché. J'ai appelé la ligne non urgente de la police. Je leur ai donné son nom, la menace, le contexte. Ils m'ont dit de composer le 911 s'il se présentait. Il n'est jamais venu. Dimanche, j'ai reçu un autre appel. Celui-ci d'une réceptionniste. Bonjour, c'est le bureau de l'avocat Larson. Nous représentons. Je sais qui vous représentez, ai-je dit. Que voulez-vous? Mon client veut négocier un règlement. Non. Si vous me laissiez finir. Votre client n'a aucun dossier, ai-je dit. Il n'est pas sur mon bail. Il a commis une fraude à la carte de crédit. Sa détresse émotionnelle est auto-infligée. S'il dépose quoi que ce soit, je le contre-poursuivrai pour les 7800 $ plus les frais de justice. Un long silence. Finalement, je parlerai à mon client. Faites-le, ai-je dit. Il n'a jamais rappelé. Ce soir-là, Landon m'a envoyé un dernier SMS. J'espère que tu es heureuse. Tu as tout ruiné. Je quitte la ville à cause de toi. J'espère que tu te sentiras coupable pour le reste de ta vie.
Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, Venmo s'est allumé avec une notification. Kayla avait envoyé une demande. 7800 $. Note, paiement pour dommages émotionnels. J'ai appuyé sur « Refuser », puis sur « Bloquer ». C'était presque trop facile. Les retombées étaient loin d'être terminées, mais pour la première fois en 4 ans, j'ai eu l'impression de me tenir sur un terrain solide. Au cours de la semaine suivante, le monde est devenu silencieux, de la manière dont une forêt le devient après un incendie. Tout est calciné, cassant, dépouillé d'illusions. Mais ce n'est pas parce que le bruit s'est estompé que les retombées étaient terminées. Loin de là. Environ 10 jours après la débâcle de Venmo, j'ai reçu une demande de message sur Facebook d'un inconnu, un homme. Photo de profil, lui, souriant, le bras autour de Landon. Mon estomac s'est noué. Oh non, pas ça. J'ai ouvert le message. Nouveau gars, et, désolé de te déranger. Je m'appelle Evan. Je sais que c'est bizarre, mais je sors avec ton ex. Il m'a dit que tu étais abusive et contrôlante. Juste. Quelque chose ne me semble pas juste. Il n'arrête pas de demander à emprunter de l'argent et ne veut pas expliquer pourquoi. Puis j'ai vu des captures d'écran que quelqu'un a partagées de ton frère. Est-ce que tout ça est vrai? J'ai fixé l'écran. Il n'avait aucune idée qu'il parlait à la femme que Landon avait essayé de transformer en conte moralisateur. Aucune idée qu'il envoyait un message au fantôme de son avenir s'il ne fuyait pas maintenant. J'ai répondu. Moi, tout dans ces captures d'écran est vrai. Voudrais-tu les originaux? Il a répondu instantanément. Nouveau gars, oui, s'il te plaît. Alors je les ai envoyés. Et le SMS où Landon m'a dit que je n'avais pas l'étoffe d'une mère. Le relevé de carte de crédit avec le prélèvement non autorisé de 7800 $. Des photos de la lettre de mise en demeure. Une chronologie des événements, calme, factuelle, sans embellissement. La capture d'écran de lui me salissant publiquement sur Facebook. Il a fallu 3 minutes avant qu'il ne réponde. Nouveau gars, putain. Merci de me l'avoir dit. Je le bloque. Je suis tellement désolé que tu aies traversé ça. 10 secondes plus tard, un autre message est arrivé. Le nouveau gars, pour info, il m'a dit qu'il ne congelait plus de sperme parce qu'il avait trouvé la bonne femme. Il a dit que nous parlions déjà d'enfants. Ça fait 3 semaines qu'on sort ensemble. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Des enfants, en 3 semaines. Bien sûr qu'il l'était. Bien sûr, il était passé de m'appeler, pas l'étoffe d'une mère, à bombarder d'amour une autre femme, et maintenant un autre homme, dans une parentalité future. Sauf que ce n'était pas une femme. C'était un homme. Et Landon réécrivait l'histoire pour quiconque il pouvait s'accrocher. J'ai tapé, moi, sois prudent et fais confiance à ton instinct la prochaine fois. Il a réagi au message avec un cœur et a disparu de ma boîte de réception. Une personne de plus libérée de la gravité de l'orbite de Landon. J'aurais dû me sentir triomphante. Je me sentais surtout fatigué. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Maya pour un café. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, étudiant mon visage comme un médecin vérifiant le pouls d'un patient. Tu as l'air en paix, a-t-elle dit, surprise. Je me sens en paix, ai-je admis. Principalement. Principalement? J'ai hésité. Les trucs des réseaux sociaux, ai-je dit. Ça m'a plus touché que je ne le pensais. Elle a siroté son latte. C'est toujours le cas. Être mal compris publiquement touche une partie du cerveau que la logique ne peut pas atteindre. J'ai hoché la tête lentement parce que c'était ça. Landon n'avait pas brisé mon cœur. Il avait essayé de me réécrire. Il avait essayé de faire de moi la méchante dans une histoire où il était le héros blessé. Et j'avais vécu avec ça assez longtemps. Maya s'est penchée en avant. Mais les captures d'écran ont aidé à réparer les dégâts, n'est-ce pas? Les gens connaissent la vérité. La plupart oui, ai-je dit. Certains pensent encore que je suis la méchante. Mais honnêtement, si quelqu'un voit tous les reçus et se range quand même de son côté, ce n'était jamais méchant. Elle a souri. C'est de la croissance. J'ai souri aussi. J'avais l'impression de grandir. Une semaine après ça, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Pas Landon, pas sa mère, pas un cousin, pas un ami. La meilleure amie de sa mère. Inconnu, j'ai entendu ce qui s'est passé.
As-tu envisagé que vous ayez peut-être juste eu un malentendu? C'est un homme bien. Ton opération était irréfléchie. Tu vieillis maintenant, Rachel. Tu n'as pas l'éternité pour y repenser. J'ai regardé le message. Vieillir maintenant. Irréfléchi. Malentendu. Ma fertilité présentée comme un bulletin météo. J'ai bloqué le numéro. Il n'y avait plus rien à dire. Puis est venue la dernière torsion, celle que je n'avais vraiment pas attendue. Un message sur Facebook de sa mère à nouveau. Sa photo de profil était un groupe de petits-enfants qui n'étaient pas encore les siens. Des nièces et des neveux qu'elle aimait faire passer pour des substituts. Son message disait « Je sais que les choses se sont mal terminées, mais as-tu envisagé d'essayer de vous arranger ?» Landon a beaucoup mûri. Il regrette des choses. Vous étiez bien ensemble. Pense-y, j'ai regardé le message pendant 1 minute entière. Puis je l'ai capturé. Je l'ai envoyé à Daniel. Il a répondu, l'audace. Je l'ai bloqué aussi. Et avec ça, la dernière porte restante entre moi et cette ancienne vie s'est finalement refermée. 6 semaines après mon opération, j'ai eu mon rendez-vous de suivi avec le docteur Reynolds. Il a vérifié les incisions, a examiné l'échographie, et m'a déclaré complètement guéri. Des regrets? A-t-il demandé légèrement en tapant des notes dans le dossier. J'y ai réfléchi. Aux accusations hurlantes sur Facebook. À sa famille s'introduisant chez moi. À la lettre de mise en demeure. Au fait qu'on m'ait dit que je n'avais pas l'étoffe d'une mère. À tout le monde essayant de forcer mon corps à rester ouvert pour un avenir qui n'était pas le mien. À la paix que j'avais ressentie en me réveillant seul. Aucun, ai-je dit, et je le pensais. Vous avez pris une décision éclairée, a-t-il dit. C'est tout ce qui compte. En quittant la clinique, le soleil a frappé mon visage comme une main chaude. Je n'étais pas plus légère dans un sens métaphorique. J'étais plus légère dans un sens physique, comme si quelqu'un avait enlevé un poids que je ne réalisais pas que je portais. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au refuge local. J'y pensais depuis des semaines. C'est là que j'ai rencontré Hugo, un chien de chasse de 10 ans aux yeux endormis et à la queue qui remuait avec une dévotion au ralenti. Il s'est appuyé contre ma main comme s'il me connaissait depuis toujours. Je l'ai adopté sur le champ. Maintenant, il me suit de pièce en pièce comme une petite ombre chaude. Il ronfle plus fort que Landon ne l'a jamais fait. Et d'une manière ou d'une autre, c'est le son le plus réconfortant du monde. Mon nouvel appartement est un 2 pièces au centre-ville, ensoleillé, calme et entièrement à moi. Pas de clés supplémentaires qui traînent. Pas de prélèvement non autorisé sur ma carte. Pas de bac d'inventaire qui s'insinue dans mon espace de travail. Pas d'homme décidant si je me qualifie comme future mère. Juste moi, mon bail, mon espace, mon avenir, mon chien, ma paix. J'ai recommencé à sortir, prudemment, gentiment, honnêtement. Je suis franche dès la première conversation. Je ne veux pas d'enfant, de façon permanente, non négociable. Certains hommes se désistent immédiatement. Je ne le prends pas personnellement. Mais un homme ne sait pas désister. Elias, un graphiste de 35 ans aux yeux bienveillants et au sens de l'humour discret. Il a posé des questions pertinentes, pas défensives. Il n'a pas traité ma décision comme un sujet de débat ou un défaut. Il l'a traité comme un fait. Nous sommes sortis 4 fois. Nous y allons doucement. La lenteur fait du bien. La lenteur ressemble à quelque chose de réel. Parfois, les gens me demandent si ce que j'ai fait pour récupérer ma vie était de la vengeance. Et je leur dis la vérité honnête. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un alignement. Il a dit que je n'avais pas l'étoffe d'une mère, alors j'ai cessé d'être disponible pour la maternité. Il a utilisé ma carte de crédit sans mon consentement, alors j'ai contesté le prélèvement. Il a essayé de me salir en ligne, mon frère a posté la vérité. Il a menacé de poursuite, je n'ai pas bronché. Il s'attendait à ce que je sois sa remplaçante, je suis parti. La vengeance implique de la méchanceté. C'était de la clarté. Enfin, douloureusement, magnifiquement, de la clarté. Parfois, la meilleure vengeance est de refuser d'être traité comme un déchet. Parfois, la meilleure fin n'est pas un discours dramatique ou une confrontation cinématographique. Parfois, la meilleure fin est simplement d'avancer, d'aller de l'avant, de s'installer dans une vie qui vous convient. La dernière fois que j'ai entendu le nom de Landon, c'était il y a 2 semaines,
par un des collègues de Daniel qui vit toujours dans la ville natale de Landon. Apparemment, il est de retour chez ses parents. N'a toujours pas remboursé la compte pour la congélation de sperme. Essaie toujours de sortir avec des femmes qui veulent des enfants tout de suite. Se fait toujours larguer dès qu'il essaie de précipiter un avenir avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est presque poétique. Les ordures n'ont pas besoin d'être sorties. Parfois, elles se dirigent d'elles-mêmes vers le trottoir. Et moi, je sors Hugo pour une promenade. Le ciel du soir est rose et doux. Et demain, j'ai un rendez-vous avec un homme qui me respecte, parce que je me suis enfin respecté.